musée a été violé. C'est le choc, c'est l'horreur. 5 cadres étaient partis. La valeur inestimable. Ça a été évidemment un peu une sidération pour tout le monde. Pendant 2 ans, aucune information ne nous arrive. C'est ce hasard extraordinaire qui fait qu'on a eu enfin une piste. On mélange le banditisme, l'ombre de la mafia japonaise avec le monde de l'art. On leur explique que le gouvernement français veut récupérer l'étoile. Je ne quitterai pas le Japon. J'allais rester jusqu'à ce qu'ils me rendent mes tableaux. Cette nouvelle du vol des 5 tableaux du musée de Saumur, c'est une chose qui me traumatise toujours. Cinq tableaux du peintre Camille Corot ont été volés au musée de Semur-en-Auxois en Côte d'Or. 5 toiles de Corot disparaissent. Les voleurs ne laissent sur place que cadres et crochets. Les enquêteurs du SRPJ de Dijon semblent privilégier l'hypothèse de spécialistes de vol d'objets d'art. Les toiles ont été enlevées des cadres et non découpées. Il n'y a pas de système d'alarme au musée qui n'est ouvert au public que 2 mois de l'année. Pour l'instant, le préjudice est inestimable. Jean-Baptiste Camille Corot est l'un des peintres français les plus importants du XIXe siècle et le vol de 5 toiles à Semur-en-Auxois est une catastrophe. L'œuvre de Corot se situe entre la peinture néoclassique et ses compositions historiques, religieuses ou mythologiques et la peinture de plein air qui sera celle des impressionnistes comme Renoir, Monet ou Van Gogh. Comme eux, il est surtout un peintre de paysages mais également l'auteur de nombreux portraits. Parmi les 5 toiles volées au musée de Semur-en-Auxois se trouve d'ailleurs un portrait de Madame Baudot, signé en bas à gauche et daté de 1837. C'est une huile sur toile d'un petit format qui représente l'une des nièces de Corot, Marie-Louise Laure Sennegon, devenue Madame Baudot. Le tableau volé avait été légué par Fernand Corot, l'arrière-petit-neveu du peintre, en 1912, tout comme le jeune garçon à la casquette, également volé à Semur. On ne sait pas qui est ce jeune garçon, mais on peut toutefois remarquer sa ressemblance avec Madame Baudot. Il pourrait être son fils. Les 3 autres œuvres sont des paysages. Peint en 1842, le verger représente au premier plan une scène de cueillette de fruits par 3 personnages autour d'un arbre. Le second plan montre une prairie entourée d'arbres fruitiers. Corot, lorsqu'il a fait don de cette œuvre au musée, a tenu à l'installer lui-même en 1858. Une soirée, bateau amarré à la rive, est également un splendide paysage peint par Corot vers 1855. L'œuvre fourmille de détails qui révèle le talent de Corot. À droite, regardez la rive avec cette végétation dense, des arbres, une vache minutieusement dessinée. À gauche, sur l'eau, flotte une barque avec son pêcheur.
Le 5e tableau, intitulé « Saumur, soleil couchant », marque une différence dans le style de Corot, avec une simplification des perspectives et du modelé, et avec une monochromie qui peut faire penser à l'art asiatique et à certaines estampes japonaises. D'ailleurs, pour cette œuvre non signée et non datée, l'attribution à Corot est mise en doute par certains experts. Voler 5 toiles d'un même peintre, sans même s'intéresser aux autres œuvres du musée, donne déjà aux enquêteurs l'indication d'un vol très ciblé, correspondant à une commande. Mais de qui peut-elle bien provenir? Les policiers de l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels, l'OCBC, l'ignorent. Ils sont même loin de s'imaginer où va les mener cette enquête hors norme qui débute un matin dans cette charmante petite ville de Bourgogne. Le 18 octobre 84, ce matin-là, comme tout le monde, le personnel était au travail et le chef de travaux, M. Blanchard, il est venu me voir, il me dit voilà, il s'est passé quelque chose. Donc j'accompagne M. Blanchard. Il ouvre alors les grilles du musée. En arrivant dans la petite cour en bas, on trouve une statue de bronze. Je la connaissais bien, mais dans la cour du musée, c'était drôle. On s'est dit, il s'est passé quelque chose. Effectivement, la porte du musée côté cour était ouverte. Ils ont même démonté une serrure en bas qu'ils avaient déposée sur le sol. Au premier étage, une vitre était brisée. On monte au deuxième étage, on rentre dans la salle des peintures. Je découvre, à ma grande stupéfaction et horreur, ce qui s'était passé. Je savais où étaient les coraux, je savais que c'était des coraux qui étaient partis. 5 cadres étaient partis. Saumur, soleil couchant, le verger, jeune homme à la casquette, une soirée et le portrait de Madame Baudot, la dame en bleu. Un coup de téléphone arrive à la brigade. On nous avisait que le musée avait été visité au cours de la nuit. On me dit c'est les tableaux. Je tombais les nus. C'est le choc, c'est l'horreur. Parce qu'on se rend compte que finalement, le musée a été violé. Je lui pose la question, mais la valeur inestimable. Ma valeur inestimable, Corot, c'est là que j'ai ressenti que c'était plus dans mon domaine. À 17 h, on était dessaisis. En octobre 1984, je suis affecté depuis déjà quelques années au service régional de police judiciaire de Dijon. Et je me rends sur place avec mes collègues du groupe, plus bien sûr des spécialistes de l'identité judiciaire. Ils sont montés sur ce toit, ici ils sont entrés par la fenêtre, ici, l'une des fenêtres de la bibliothèque. Il fallait bien connaître tout de même, hein. Je pense qu'ils avaient surtout conscience d'avoir leur temps devant eux, pour avoir le temps de dévisser les toiles. C'était fait, il faut le reconnaître, assez proprement. Pour faire le travail qu'ils avaient fait, découper, emmener, etc., il fallait qu'il soit au moins 2, mais vraisemblablement 3. Pour faire le choix des coraux, le vol est commandité par des gens qui savent exactement ce qu'il en est. À l'avance, il y a eu un repérage. Et aussitôt, une diffusion est faite à l'Office central pour la répression des vols d'œuvres et d'objets d'art, de façon à pouvoir faire une diffusion au niveau international par l'intermédiaire d'Interpol. Pendant 2 ans, plus de 2 ans, on est un petit peu perdu parce qu'aucune information ne nous arrive concernant ces toiles volées.
J'ai été envoyé par le gouvernement japonais pour faire une sorte de stage à Orsay. C'est une galerie à Tokyo qui m'a envoyé des photos, des peintures des peintres célèbres Corot. Au dos des peintures, ce tableau, il y a quelques signes. J'ai marqué tout de suite, c'est une signe de la République française. Mais pour constater, j'ai demandé à une collègue du musée d'Orsay, Geneviève Lacambre. L'une de ces photos était le revers d'un tableau, son châssis, avec des inscriptions et des étiquettes. Et immédiatement, je me dis, mais tiens, c'est un tableau à nous, incontestablement. Donc j'étais un peu surprise, mais je vérifie évidemment, et j'apprends que ce tableau avait été déposé en province, au musée de Semur en Auxois. Le revers du tableau montrait non seulement ce numéro d'inventaire du Louvre, mais également diverses étiquettes, dont celle qui me renseignait immédiatement sur l'auteur du tableau, Corot, et sur son titre, Une soirée. Lorsque j'ai eu la certitude que c'était un tableau qui avait été volé dans un musée français, j'ai indiqué à Akiya Takahashi qu'il fallait aller porter ces documents au service qui s'occupe du vol des œuvres d'art. J'ai été convoqué à l'Interpol et grâce à ça, des enquêtes étaient avancées et sérieusement. C'est ce hasard extraordinaire qui fait qu'on a eu enfin une piste pour ce vol de tableau à Semur en Auxois. Alors, lorsque je prends mes fonctions à cet office central, il y a en particulier le vol de 5 tableaux de Corot. Les enquêteurs avaient déjà pu déterminer qu'il y avait peut-être un lien avec le Japon, puisque dès 1985, on nous signale que le tableau d'une soirée pouvait être au Japon. Effectivement, cette toile-là est au Japon, mais que vraisemblablement, il y en a d'autres. Concernant le vol des coraux, nous recevons une demande officielle d'Interpol France à notre bureau Interpol Japon. Et c'est à partir de cette demande que l'affaire commence officiellement au Japon. Cette piste japonaise n'arrive pas totalement par hasard aux oreilles des policiers. Les experts en art constituent souvent un point d'entrée précieux dans les filières clandestines. Car avant de revendre une œuvre d'art, il faut vérifier son authenticité. C'est particulièrement vrai pour Corot, dont les faux inondent le marché. En envoyant ses photos à Paris, la galerie de Tokyo ne se doute pas qu'elle va débloquer l'affaire qui est au point mort
Et c'est un banal fait divers, un vol de fourrure, qui va véritablement faire progresser l'enquête. Les policiers japonais arrêtent en effet un membre des Yakuza, la mafia nippone, qui va enfin les conduire sur la bonne piste. Le 18 septembre dernier, c'est un célèbre fourreur de Tokyo, au nom prédestiné de Monet, qui se fait dérober pour 29 millions de yens de vison. L'auteur du vol se nomme Shinichi Fujikuma. Il a 47 ans, c'est un yakuza, traduisez un membre de la mafia japonaise. Il est sorti de prison 4 ans plus tôt, mais pas de n'importe quelle prison, puisqu'il vient de passer 5 ans en France, condamné pour trafic d'héroïne. C'est là qu'il a fait la connaissance de 2 Français, pour le compte desquels il avoue à la surprise générale avoir vendu au Japon 5 toiles de coraux volées en France. Les 2 Français se nomment Philippe Jamin, à gauche, et Youssef Kimoun. Fujikuma reconnaît bien le vol des fourrures. Mais surtout, il confirme avoir vendu les tableaux de Koro. Et Fujikuma nous donne le nom d'un premier acheteur, d'une première piste. Cette première déclaration de Fujikuma laisse sérieusement supposer que les tableaux sont bien au Japon. Et les noms des complices français évoqués par le Yakuza ne sont pas inconnus de la police française. Philippe Jamin et Youssef Kimoun font partie de la bande du 93, déjà bien connue pour des vols de tableaux en France. Même s'ils ne sont pas de fins connaisseurs de peinture, ils savent qu'ils peuvent facilement revendre les toiles au Japon. En cette fin des années 80, le pays connaît en effet une folie impressionniste. Les collectionneurs nippons écument les salles de vente du monde entier. Les musées français organisent à prix d'or des expositions clés en main. Voilà pour la face visible. Mais il en va de même du marché clandestin. Lors des vols de tableaux impressionnistes, c'est donc vers Tokyo et Osaka que se tournent les regards. Et c'est un deuxième fait divers, très important celui-là, qui va mobiliser toutes les polices et faire accélérer l'enquête. Nous faisons un lien aussi un peu plus tard, puisqu'il y a une attaque à main armée de fourgons blindés à Tokyo en plein après-midi. À cette époque-là, au Japon, 7 vols à main armée par an. Donc un vol à main armée, c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est un crime très grave là-bas. C'est considéré comme une déclaration de guerre aux forces de sécurité. Le 25 novembre 1986, 3 hommes armés de pistolets factices attaquent en plein cœur de Tokyo un fourgon blindé. Ils mettent la main sur 333 millions de yens, 14 millions de francs. Il s'agit d'une attaque exceptionnelle de fourgons blindés, impensable au Japon. La police japonaise n'a aucune expérience en matière de braquage. C'était une première pour nous, un véritable choc pour l'ensemble du pays. Et disparaissent en ne laissant que quelques empreintes digitales indéchiffrables pour la police japonaise. En plus des empreintes du fourgon, on en retrouve sur des liasses de billets de 1000 yens, abandonnés par les voleurs pendant leur fuite sur le parking d'un temple tout proche. Ces empreintes vont nous mettre sur la piste de suspects. Les Yakuza ne font pas ce genre de vol, donc leur enquête leur permet de savoir que ce sont des non-asiatiques qui ont commis ce braquage.
Ils ont demandé à la police française d'envoyer aussi des empreintes de l'environnement de personnes qui avaient pu connaître Fujikuma lorsqu'il était en France. Et à partir de là, les comparaisons d'empreintes permettront aux policiers japonais d'identifier notamment Philippe Jamin et Yosef Kimoun. Donc petit à petit, le puzzle se complète. Et on s'aperçoit à ce moment-là que l'affaire du braquage du fourgon et l'affaire du vol des coraux est certainement une seule et même affaire. Une fois que Fujikuma a été arrêté, il a voulu essayer de négocier, bien sûr, à la fois sa peine et puis son emprisonnement. Il a donc, je dirais entre guillemets, balancé ses complices dans l'affaire d'un vol commis en France, à Semur-en-Auxois, et qui était le vol des tableaux de coraux. C'est comme ça qu'on apprend que 2 des tableaux sont amenés par Yosef Kimoun, 2 autres par Jamin, et le 5e qui est envoyé par la poste parce qu'il est tellement grand qu'ils ne peuvent pas le plier dans une valise au risque de le casser. Donc ils le roulent dans un étui, ce qui malheureusement va faire qu'il va être un peu plus abîmé que les autres. Et il est envoyé par la poste directement à Tokyo. Je me souviens que les Japonais avaient fait tout un tableau pour chaque peinture, des différents intermédiaires en partant de Fujikuma. Pour chaque tableau, il y avait au moins une dizaine d'intermédiaires qui pouvaient être des collectionneurs privés. Je me souviens d'un chef d'entreprise qui exposait ça peut-être dans sa banque, dans le hall. Ils sont partis du reseller, le premier qui est sur le sol japonais, pour essayer de remonter vers le dernier détenteur. Mais ils sont partis aussi pour 2 cas des derniers détenteurs pour remonter les intermédiaires. Bonsoir. Le vol des 5 tableaux de coraux au musée de Semur-en-Auxois en 1984 avait fait grand bruit. Aujourd'hui, 4 des toiles ont été retrouvées. La 5e serait en passe de l'être. C'est en tout cas ce qu'on murmurait cet après-midi dans les couloirs du palais de Dijon. Nous sommes en octobre 1987. Ils nous apprennent qu'ils ont saisi 4 tableaux parmi les 5 volés au musée de Semur-en-Auxois. Sur les 5 œuvres, on retrouve rapidement les détenteurs de 4 tableaux. On leur explique que le gouvernement français veut récupérer les toiles. C'est une très grande nouvelle, bien évidemment, comme quoi il faut du temps, il faut être patient, puisque certains s'interrogeaient sur la détermination de la police japonaise d'aboutir ou pas. Mais les propriétaires refusent dans un premier temps cette restitution. Dans le code civil japonais, si vous pouvez prouver que vous avez acheté un tableau sans savoir qu'il était volé, vous êtes considéré comme le propriétaire légitime. Donc le juge d'instruction de Dijon rédige aussi rapidement une commission rogatoire internationale, ce qui fait que nous partons au Japon le 9 novembre 1987. Mais qu'est-ce que vous avez fait comme enquête à Tokyo? Ça me paraît tout à fait confidentiel. C'est confidentiel, je ne répondrai pas. Nous partons pour 2 semaines, c'était donc en mission internationale. Lorsque nous arrivons à l'aéroport, nous sommes 4 à l'époque de la délégation. Le but de notre mission, à terme, c'est de ramener les tableaux en France. Nous avons l'immense surprise d'avoir... il y avait à peu près 200 médias qui étaient présents. Je me demandais d'ailleurs si c'était bien pour moi, parce qu'on arrive un peu incognito, enfin anonyme en tout cas.
Il y avait le phénomène femme, parce que clairement, pour eux, une femme commissaire de police qui se déplace à des milliers de kilomètres dans le cadre d'une enquête, c'était du jamais vu pour la police japonaise. Bonjour madame, 1 ou 2 questions s'il vous plaît. Les Japonais avaient du mal à comprendre que ce soit une femme qui soit directrice de cette enquête-là. Les tableaux sont entre les mains de la police japonaise puisqu'ils les ont saisis. Mais il y a d'ores et déjà un problème juridique qui se pose puisque d'emblée, nous apprenons par les autorités judiciaires de Tokyo que les détenteurs sont considérés comme de bonne foi. Donc il était pour nous important d'entendre chaque intermédiaire pour essayer de déterminer si on pouvait trouver des indices de mauvaise foi du dernier détenteur ou pas. La restitution d'œuvres d'art ne se réduit jamais à une simple formalité. En échange d'une reconnaissance médiatique, les propriétaires des tableaux Soleil couchant et Le Verger acceptent de restituer les œuvres. Pour le garçon à la casquette, désormais en possession d'un chef yakuza, la police a opté pour la manière forte. Elle a saisi la toile. Mais le propriétaire en conteste la régularité devant la justice. Les policiers français seront plus diplomates. Pour préserver l'honneur d'un bandit, ils iront jusqu'à Osaka recevoir de ses mains un document certifiant qu'il leur offrait la propriété de l'œuvre. Le musée Muraushi de Tokyo se montre plus tenace. Il refuse de rendre une soirée. La police demande alors la possibilité de rapporter le tableau en France comme pièce à conviction du vol, avec promesse de le restituer après l'enquête. Mais une fois en France, le juge d'instruction dénonce l'engagement au motif que le tableau appartient aux collections nationales françaises. Il reste cependant une question très importante. Les toiles restituées sont-elles authentiques ? Les coraux de Semur sont aujourd'hui localisés au Japon, mais les policiers et les experts devront maintenant répondre à une autre question. Est-ce que ce sont bien les originaux, car il est courant que les voleurs fassent exécuter des copies pour les échanger contre des rançons, en faisant croire qu'il s'agit des œuvres authentiques. On contacte le musée du Louvre, qui était responsable et propriétaire de certaines toiles, en lui demandant de nous envoyer un expert. Et donc, ils ont décidé que M. Benoît, qui était donc expert à la direction des musées de France, a été désigné pour venir à Tokyo et expertiser les toiles. Très rapidement, dès le lendemain de mon arrivée, on m'a présenté les tableaux de Corot. On était dans une grande pièce, toute la délégation japonaise et toute la délégation française étaient là, donc tous les regards étaient un peu focalisés sur moi, ce qui est un peu délicat. Et on amène les tableaux. Je commence à les regarder, on me les retourne dans tous les sens. Le dos en particulier, je regarde beaucoup le dos pour voir si la toile était d'origine ou pas. Je regarde évidemment beaucoup la matière, beaucoup les détails picturaux que je connais moi sur Corot, si vous voulez, la façon de peindre les arbres, les feuillages sur fond de ciel, voilà, cette matière bien particulière, un peu floutée des années 60 de Corot, qui est absolument merveilleuse. Il y a des petits détails qui ne trompent pas, qui sont facilement copiables, je vous le concède. Simplement, il n'y a que Corot qui sait les placer où il faut. C'est ce fameux petit point rouge qui, comme il disait, faisait chanter les couleurs. Le petit point rouge, il ne le place pas n'importe où, Corot. C'est la seule touche de couleur dans un tableau qui est généralement un peu gris, verdâtre gris, si vous voulez. Et ce petit point rouge, Corot le place exactement là où il doit être, pour souligner la construction de l'œuvre. Un faussaire ne comprend pas forcément cela. Et là, d'un seul coup, je remarque tout simplement que la signature du tableau est craquelée en même temps que le tableau. Ça signifie que la signature a été apposée en même temps que la peinture. Il ne peut pas s'agir d'un faux. Il me fallait la preuve formelle. Et cette signature, ça l'était. Voilà.
À la fin de l'expertise, nombreux ont été ceux qui ont été soulagés parce qu'il y avait quand même ce doute. Si cela avait été des faux tableaux, ça aurait été un grand désarroi parce que du coup, on n'avait plus aucune piste pour retrouver les vrais. Il faut savoir qu'entre-temps, les Japonais voulaient conserver les toiles au Japon pour continuer l'enquête et essayer de découvrir tout le déroulement de ce qui s'était passé. Et puis, il y a eu énormément de réunions dont j'ai compris très vite qu'elles se situaient à mi-chemin entre la réunion opérationnelle et la réunion diplomatique. Il y a environ face à nous une vingtaine de policiers japonais, donc c'est quand même difficile aussi à gérer. On dormait peu, il y avait le décalage horaire, il y avait un peu de pression. Et donc un jour en réunion, j'ai dit à mes interlocuteurs que je ne quitterais pas le Japon. J'allais rester jusqu'à ce qu'ils me rendent les tableaux. Et ils m'ont dit pourquoi. J'ai dit parce que pour moi c'est le plus grand des honneurs si je ne rentre pas en France avec les tableaux. C'est là que la force de caractère de Mme Balestrasi a fait pencher la balance. Ça les a un peu ébranlés, en se disant qu'est-ce qu'on va faire de cette policière française. Je pense que ça a été un axe fort de ce qui les a fait petit à petit accepter de donner à la France ces œuvres-là. Le plus gros effet, nous arrivons donc à l'aéroport de Tokyo. La douane japonaise nous dit ah ben, vous ne pouvez pas emmener les toiles. Elles sont rentrées illégalement au Japon, donc nous devons les saisir. Comme elles étaient en valise diplomatique, ils n'ont pas pu y toucher. Donc nous sommes montés dans l'avion avec les 4 tableaux sous le bras. Mission accomplie pour Madame le Commissaire. Après 3 semaines de négociations au Japon, Mireille Balestrasi, c'est son nom, est rentrée à Paris en début de semaine avec 4 des 5 tableaux de Corot volés en 84 à Saumur-en-Auxois. Une mission délicate, un succès complet pour Mireille Balestrasi et les policiers français. 15 jours d'enquête à Tokyo et enfin, vendredi, le droit de rapporter en France 4 tableaux du peintre Corot. 4 sur les 5 volés dans le musée de Saumur-en-Auxois en 1984. Aucun indice, un travail de fourmi pour remonter la filière jusqu'au Japon. On avait retrouvé les coraux qui nous ont fait tant défaut pendant autant d'années. Je le dis aujourd'hui avec le sourire parce que autant on est triste à un moment donné, autant il y a du bonheur de les retrouver. Elle retrouve les Simès qui étaient les leurs, le musée qui était le leur, les camarades, les autres peintures qui les environnaient autrefois. Je me souviens du jour où je suis là, n'est-ce pas, au musée, et où le Verger revient et on les remet à sa place, retrouvant un peu quelque part le geste de Corot qui, dit-on, naguère, avait lui-même accroché l'œuvre sur le mur. C'est un beau moment que celui-là. Nous étions plutôt vraiment satisfaits et heureux quand nous sommes revenus du Japon avec 4 toiles. Alors bien sûr, toujours une déception parce que il nous manquait un tableau. L'enquête va se poursuivre en France et sans doute au Japon, puisqu'il y a un 5e Corot qui n'est toujours pas découvert. Le portrait de Madame Baudot est certainement quelque part au Japon, bien caché. Je continue de penser toujours à ce portrait, au portrait de Madame Baudot. Je sais qu'il y a là-bas, au Japon, une œuvre exilée qui appartient au musée de Saumur et qui est là-bas, indûment. La plupart du temps, une œuvre finit toujours par, une volée ou disparue finit toujours par revenir, dans la mesure où elle n'est pas détruite, et bien souvent elle ne l'est pas, mais ça peut être 10 ans, 20 ans ou 30 ans après. L'art étant universel, le temps n'a pas de prise sur lui.
peut-être, un jour peut-être que Madame Baudot reviendra. On va voir ça, c'était vraiment une belle toile, je vous assure. Elle avait plein de charme, cette dame. On aurait voulu la connaître. Quatre tableaux sur 5, c'est effectivement une belle réussite pour la commissaire Balestrazi et son équipe de l'OCBC. En 1988, Philippe Jamin sera retrouvé au Mexique et extradé en France, puis condamné par le tribunal correctionnel de Dijon en 1990, où il écopera de 5 ans de prison pour le recel. Quant à Youssef Kimoun, il a aussi été condamné à 5 ans d'emprisonnement par contumace, mais n'a jamais été arrêté. Le 5e tableau, le portrait de Madame Baudot, n'a pas été retrouvé. Les polices françaises et japonaises n'ont jamais pu remonter jusqu'au dernier détenteur. Aujourd'hui encore, 32 ans après le vol, il fait toujours partie de la longue liste des trésors volés.